Bonjour et bienvenue à vous. Merci bien évidemment au Jog Summer Camp de nous offrir l'opportunité de causer un petit peu. Alors déjà, si vous êtes rentré dans cette salle, il faut le savoir, je vais le rallumer, ça sera mieux. Si vous êtes dans cette salle, il faut le savoir, vous faites partie de grosso modo 36% des devs, du manière générale, je vous assimile à dev, concernant HTMX. Donc c'est un intérêt qui est quand même assez intéressant, vu le relatif faible usage actuellement, parce que si on totalise les deux premières colonnes, on est aux alentours d'un petit peu moins de 10%, et c'est bien évidemment très très loin de l'usage de cette fameuse librairie qui est React. Donc plutôt pas mal. Et presque envie de vous poser la question, comment vous avez découvert HTMX? Parce que moi, HTMX, je l'ai découvert avec les mèmes. Parce que je suis un avid utilisateur des réseaux sociaux, et il se trouve que Carson Gross a créé, entre autres, le Grug Brain Dev, qui m'a assez mind-blown à l'époque quand il était sorti. Et je me suis dit, je vais suivre ce gars-là. Et c'est là que j'ai découvert HTMX. Et à force d'en parler, d'en faire et de communiquer dessus, sachez que par exemple, cette conf en particulier, elle est sous les bons auspices du créateur d'HTMX. Parce que une heure après avoir tweeté que je participais, il a récupéré le tweet et il a communiqué dessus. Et je pense qu'il faudrait écrire à un moment donné un jour une conf sur les réseaux sociaux et la relation avec la tech. Parce que c'est quelque chose qui influence beaucoup nos choix, mine de rien. On reste quand même des créatures sociales. Et HTMX, c'est un petit peu le David contre les Goliaths. Et ça a forcément ma sympathie. Alors, aujourd'hui, cet après-midi, on va faire un petit constat sur ce que j'appelle moi le dev web moderne. Il y a des guillemets pour une raison qui est dans une autre conf, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Ça va être une conférence qui est opinionated, comme on dit dans le jargon. Donc on va devoir se dire des choses. Je vais dire des choses, ça ne va pas forcément être spécialement agréable à entendre, parce que voilà, à un moment donné, il faut faire un constat. Maintenant, rappelez-vous, on est intraitable avec le code, mais on reste adorable avec les gens. Hein. On est là pour parler des technologies et de leur usage, ou de leur mésusage. Et ça va me permettre de paver le chemin vers HTMX. Et puis, je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. J'ai un petit POC pour vous démontrer un petit peu comment ça fonctionne, comment ça cause, etc. Ça me permettra de mettre en avant à la fois les avantages, mais aussi les limites d'HTMX. Hein. Aucune technologie n'est parfaite. On va en parler. Et donc, on fera un petit bilan de se dire comment HTMX s'inscrit dans le développement web qu'on prétend contemporain. OK ? Allez, j'ai été assez gentil comme ça. On va parler des limites du toujours plus de JavaScript dans le développement web contemporain. Et pour ça, on va revenir à un truc un tout petit peu simple, qui n'est pas si évident que ça, apparemment pour tout le monde. Ça n'existe pas une application web. Le web, c'est une plateforme de distribution de documents qui sont rédigés en HTML et qui embarquent différentes ressources, donc d'autres HTML, éventuellement du CSS pour que ça soit joli, et à la base du JavaScript pour faire un petit peu d'animation, changer 2-3 trucs, etc. Mais ce n'est pas une application web. On a des affordances dans les navigateurs pour faire, je sais pas, F5, on a l'historique, on a les cookies, etc. Mais ça on ne fait pas une application, il n'y a rien pour orchestrer tout ça. Donc à l'époque, quand on a commencé à servir les premières pages, on s'est dit mais ça serait quand même bien qu'il y ait des trucs qui bougent dans la page, ça serait bien qu'on puisse récupérer des choses. Et comme quand on n'a qu'un marteau, tout finit par ressembler à un clou, on a commencé à utiliser le JavaScript pour tout et absolument n'importe quoi. On s'est dit, OK, oui, le problème c'est que quand on clique sur un bouton et qu'on met à jour la page de HTML, etc., et qu'on fait F5, on perd tout. Donc on a écrit une quantité phénoménale de JavaScript pour stocker ça. Alors j'ai vu ça dans les encres des URL, j'ai vu ça bien évidemment dans local storage, des fois j'ai vu le state de la page dans les cookies, j'ai vu ça rigoureusement partout, bien évidemment. On s'est dit à un moment donné, oui, mais quand on a des SPA, on charge la page pour la première fois, tout est blanc. Donc on se fait défoncer sur le SEO. Ah ouais, donc on a commencé à dire, donc on va rendre ça côté serveur, et après on va faire du code JavaScript pour récupérer la page, et puis après mettre à jour, récupérer le transfer state. Je vois même maintenant des service workers qui tournent en arrière-plan pour dire, ah oui, il y a une nouvelle version de la SPA, il faut changer tous les chunks, maintenant tu peux rafraîchir. Enfin bref. On a utilisé le JavaScript dans tous les sens. Et on s'est dit à un moment donné, OK, vous savez quoi, on va même en faire côté serveur. Parce qu'on a embauché tout un tas de gens qui ne connaissent que ça, mais on voudrait les faire bosser. Le problème, c'est qu'on a commencé à séparer. On s'est dit, on va avoir les gens du front qui font du JavaScript, on va leur faire du back-end. Ouais. Sauf que quand vous commencez à avoir un back-end qui fait du JavaScript avec un front qui est en JavaScript, vous devez échanger des données entre les deux. Et là, c'est le drame. On a mis entre les deux
une farandole de JSON. Le JSON, génial. Le JSON, vous le regardez un peu méchamment, incapable de parser, votre application l'explose. C'est un format extrêmement fragile. Il faut l'avoir en totalité, il faut le parser. Vous n'avez que des types qui sont élémentaires. Vous n'avez pas le type date, par exemple, dans le JSON. Vous avez des strings que vous devez reparser derrière. Parser des dates. Et donc, on a créé toute une industrie autour de ça. On a créé Swagger, qui est devenu OpenAPI. On a créé GraphQL. On a créé toute la palanquée des Zod, Joy, AJV. Presque autant, l'impression qu'il y en a autant que des frameworks JavaScript, là, des librairies de parsing, de gestion des schémas, etc. Donc, on a toute cette soupe au milieu. Et puis, bien évidemment, à un moment donné, on s'est dit, OK, on va avancer. On va rajouter tout ça, on va structurer tout ça, donc on crée des frameworks, et on avance, et on avance. Et on passe d'une version de framework à une autre. Et on se dit, à un moment donné, ah oui, mais on était en AngularJS, maintenant il faut passer en Angular. Il y a tout un tas de gens qui sautent du bateau et qui disent, non, maintenant je vais faire du React. Les autres derrière disent, ah ouais, mais non, nous on va faire un AngularJS canal historique, on appellera ça vue, etc., etc. Et à chaque fois, vous avez des versions breaking. Et vous devez réécrire, parce que bien évidemment, la version d'il y a 6 mois, elle n'est plus maintenue. À chaque fois. Et ça, ce phénomène de la JavaScript fatigue qui a été largement documenté, je ne reviens pas spécialement dessus, mais on l'a ressenti. Moi, j'ai dépassé la quarantaine, j'ai du mal à suivre. Et pourtant, je pense que j'ai oublié plus de frameworks front que la plupart n'en ont appris. C'est un peu triste. Et on se pose la question, d'ailleurs, on se dit, OK, on passe tout ce temps, tous ces efforts, on fait toute cette veille techno, toutes ces réécritures. Pourquoi, à la fin? Pour ça. Alors oui, LinkedIn, c'est le mal, je sais. Mais ça, je le vois un peu trop souvent. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais l'ADSL. Maintenant, j'ai le privilège d'avoir la fibre. Et vous savez quoi? Ça n'a pas changé, j'en vois toujours autant. J'en vois toujours autant. Parce que, bien évidemment, en même temps qu'on augmente la taille des tuyaux, on augmente la taille de la cochonnerie qu'on fait passer à l'intérieur. Mécanique, on adore ça. Ça, c'est un truc qui date de 2016, que j'aime beaucoup, qui dit que la page moyenne à l'époque, juste en JavaScript, était plus grosse que Doom. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être aussi gros que Doom Dark Ages. Très honnêtement. Tout ça pour faire du CRUD, la plupart du temps. Tout ça pour faire du CRUD. Et il y a un autre sujet qui se pointe, un tout petit sujet, un petit peu d'actualité, qui s'appelle le changement climatique. Et ce petit sujet, avec lui, il amène un certain nombre de contraintes. Et au-delà des limites planétaires, il amène aussi le fait que la fameuse loi de Moore, qui nous permettait à chaque fois de continuer à faire davantage de n'importe quoi, elle commence à plateau. Et je vous recommande la conf de Tristan Nito sur l'empreinte carbone du numérique, parce qu'il évoque le principe d'Iroom, donc Moore à l'envers, où il dit, en fait, non, plutôt que d'attendre une augmentation toujours plus avancée des transistors, et donc de la puissance disponible, on devrait, nous, faire en sorte d'améliorer l'efficacité de nos applications d'un facteur 2 tous les 2 ans. Imaginez, d'un facteur 2 tous les 2 ans, on devrait. J'aime beaucoup cette conf. Et vraiment, en plus, il aborde tout un tas de sujets. Je vous la recommande, je ne vais pas la paraphraser ici. Et donc, toutes ces problématiques de Green IT, de performance, etc., ça nous amène à se poser la question. Est-ce qu'un autre monde est possible? Ouais. En fait, il y a un monde qui est déjà là, qui a été obscurci par tous les influenceurs de la tech qui nous ont vendu autre chose. Mais oui, il existe un monde avec des standards qui existent depuis 50 ans. Un monde avec des briques qui sont backward compatibles. Un monde où l'onboarding des nouveaux existe et est facilité. Qui c'est qui a déjà fait view source sur une page HTML? C'est cool, franchement, c'est cool de dire, ouais, attends, mais comment ça marche? C'est quoi cet élément-là? Details, c'est quoi cet élément? On va voir sur MDN. Oh, c'est cool, c'est sympa. Voilà, on n'est pas dans la minification, l'obfuscation de trucs qui font des dizaines et des dizaines de mégas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, un autre monde est possible. Et ça, on va en parler aujourd'hui, histoire d'être un tant soit peu constructif. On va parler d'HTMX. Alors, HTMX, c'est quoi? C'est une librairie écrite en JavaScript, d'accord? Mais à la limite, c'est le dernier JavaScript que vous allez charger. C'est un petit peu le pitch. Parce que en fait, le principe d'HTMX, c'est de dire, OK, non, mais toute la soupe de JS qu'on doit faire passer à travers des outils, des webpacks, des roll-ups, etc. Non. On va revenir à ce qu'on faisait avant, à savoir utiliser le JavaScript pour ce qu'il sait faire, à savoir faire des petits scripts, des petits éléments dont on a besoin. Éventuellement, il y aura toujours besoin d'un tout petit bout de JavaScript à gauche, à droite, mais on n'en a pas besoin pour construire une application entière. Et au passage, Webpack, c'était la révolution avant. Webpack, ça a changé le monde. Maintenant, tout le monde crache dessus. Parce qu'il y a Vite, parce qu'il y a TurboPack, parce qu'il y a autre chose. 5 versions majeures de Webpack. Moi, j'ai fait toutes les migrations. Ça fatigue.
Et donc HTMX, on en parle de plus en plus, parce que forcément, il y a l'attrait initial, il y a tous les mèmes, etc., toute la communication, mais il y a une vraie réflexion qui est amenée derrière. C'est cette réflexion-là que je voudrais vous exposer aujourd'hui. Parce que le principe, en fait, derrière HTMX, c'est quoi? C'est deux mots, 8OS et Ajax. Donc avec mon super accent, 8OS, c'est Hypermedia as the engine of the application state. L'état de l'application, c'est l'hypermédia. Et le deuxième, c'est le bon vieux asynchronous JavaScript en XML, mais on parlera plutôt de HTML. Mais Ajax, ça claque plus comme nom, donc on va garder Ajax. Et donc, HTMX, c'est quoi? Une fois que vous avez chargé la lib, vous pouvez rajouter des attributs à certains endroits qui sont préfixés par hx-quelque chose. Et ça va déclencher des choses parce que HTMX, la librairie, surveille tout ça. Donc quand vous cliquez sur ce bouton, par exemple, ça va faire une requête post, HTTP, une requête post, vers l'endpoint/click. Et le HTML qui sera récupéré de la réponse, pas le JSON, le HTML, il va remplacer outer HTML le bouton. Voilà, un exemple simple. Je vous montre quelques exemples comme ça, après je vous montrerai avec le POC, comme ça vous serez un petit peu moins perdu. Je vous donne un autre exemple, vous avez une table avec un tbody qui a un ID result, et un formulaire en dessous, avec des champs, vous imaginez, etc. Quand vous soumettez le formulaire, ça va faire une requête post vers l'endpoint postform. J'ai oublié le slash, tiens. Et ce qu'il va récupérer comme HTML, il va le rajouter avant la fin de l'ID result. Donc avant la fin, il va rajouter le HTML qu'on soumet. Donc vous rajoutez, je sais pas, des lignes, on verra après, des petits contacts, etc. Vous êtes dans un mode de fonctionnement où vous envoyez des requêtes à partir du HTML, vous récupérez du HTML dans votre page de manière Ajax, asynchronous, ce n'est pas au chargement. Ça, j'aime beaucoup cet exemple-là, parce que ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire dans les SPA, etc. Donc ça, quand cette ligne, ce TR-là apparaît, il est revealed, il apparaît dans le viewport, ça émet automatiquement une requête get vers contact page 2, en l'occurrence. Ça va récupérer du HTML, et il va le rajouter après la fin. Vous avez là un infinite scroll. Parce qu'il va charger le HTML. Dans ce HTML, il y aura à la fin un autre TR avec page 3 qui, quand il apparaît dans le viewport, va aller charger, etc., etc. Je vous montre un dernier exemple, un poil plus complexe, parce que ça adresse un autre sujet qui est lié au HTTP, et après, on mettra un peu plus les mains dedans. Donc, on retrouve un petit peu notre idée de table de contact, etc., avec un tbody, ok ? Et vous avez votre formulaire de la même manière, et quand on soumet, on envoie à contact. Mais là, vous voyez, il n'y a pas de swap, etc. On envoie juste une requête post à contact. Parce que dans le retour, dans la réponse du serveur, il pourrait y avoir du HTML, ce n'est pas la question, mais en tout cas, il va y avoir un en-tête hx-trigger qui va contenir comme valeur new contact. Et vous voyez là, on a un trigger new contact. On a un trigger là qui dit new contact from body, parce que ça va bubble up. Et à partir du moment où la réponse revient, HTMX détecte, parce qu'avec les en-têtes hx-trigger, il y a un new contact qui est attendu là, il va déclencher une requête get vers /contact/table. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais de manière indirecte. On soumet un nouveau contact, la réponse revient, lui il dit OK, je me mets à jour. Vous ne mettez pas à jour directement, vous faites une indirection. Ça c'est pour vous montrer qu'on peut utiliser les en-têtes pour faire des choses. Hypermedia as the state of application engine. Avec ça, je vous ai montré 80% de HTMX dans le principe. Donc j'ai fait un petit POC, donc j'avais le choix des armes en termes de langage techno. Alors il faut savoir que vous n'êtes pas dans une conf sur HTMX, vous êtes dans une conf sur Rust et NeoVim. Donc si vous vous êtes converti à NeoVim et Rust à la fin, c'est normal, c'est prévu. Mais je vais utiliser HTMX quand même, sachant qu'il y a d'excellents retours sur HTMX et Go, notamment au travers de la librairie GoTemple, parce qu'on va utiliser beaucoup de templates HTML. Donc plus votre langage est capable de templétiser correctement, mieux ça se passera. OK ? Alors le principe, voilà, il va y avoir un front avec du HTML, je vais vous montrer ça vite fait, avec des web components pour vous montrer qu'on peut faire aussi du HTMX avec les web components, peu de CSS, mais j'ai pris du Bootstrap, vous ne m'en voudrez pas, je ne suis pas spécialement peintre. Et voilà, et puis un back-end effectivement en Rust pour vous montrer qu'on peut faire du développement web en Rust. OK ? Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. 1, 2, 1, 2, c'est bon ? Alors, on va faire... Hop. Non, j'ai pas le focus. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ça, c'est après. Je voulais faire ça. Voilà. Alors, là, vous voyez... Je vais me mettre comme ça. Hop. Là, vous voyez... Ah, c'est un petit peu trop zoomé. Je vais dézoomer. Ça, c'est le truc qu'on veut bien faire. Et puis après, on se trouve... Ben, il me l'a ramené là. Super. Hop. Là. Hop.
175, 50, voilà. Ouais, c'était beaucoup trop zoomé. Donc ça, c'est une application toute bête, hein, il y a une barre de navigation. On a une page Home qui a un joli petit texte là. On a un formulaire, donc ça, je vais vous montrer ça après. Et un petit breadcrumb, histoire de vous montrer ce que ça donne. Et Boost, ça va être une surprise. Alors, je vais juste changer mon écran pour être en clone. Comme ça va m'éviter de m'exploser le cou. Hop, écran, et on va faire cloner. Appliquer, conserver. Voilà, très bien. J'ai à nouveau mon application. C'est parfait. OK. Tac, il y en a tout. Donc voilà, donc on va revenir sur le home, hein, tout bête, etc. Donc comment ça se passe? Je vais vous montrer ça en termes de code. Voilà. Donc, ça, c'est mon index HTML. OK. Jusqu'ici, tout va bien. HTMX, c'est là. C'est juste une balise script. Moi, j'ai récupéré le fichier minifié, j'ai mis ça dans Asset parce que je vendor mes dépendances. Il y a Bootstrap en dessous. Voilà, c'est juste ça. C'est le dernier JavaScript que j'ai chargé, à part mon web component, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a notre barre de navigation, etc. Et on va avoir notre home. Donc, notre home, c'est une encre, puisqu'on peut cliquer dessus. Hein, je rappelle que le HTML est sémantique, c'est quand même sympa de le respecter. Et là, vous voyez, on a différentes choses. On a un hx-trigger avec load, click, c'est-à-dire qu'au chargement de la page, il va exécuter la requête. Et si jamais je reclique dessus dans mon application, si je clique sur form et que je reclique sur home, il me recharge le home. Okay, donc ça veut dire qu'il envoie une requête get vers home. On va regarder ça après côté Rust, mais pour l'instant, je vous fais un peu le tour de la partie web. Et ce qu'il reçoit comme HTML, il va le mettre dans Router Wrapper. Donc Router Wrapper, c'est ce qu'on trouve là pour le coup dans n'importe quel framework, puisqu'ils ont de toute façon besoin d'un endroit pour aller déposer leurs trucs. Et donc voilà, on retrouve un ID Router Wrapper. Comment ça se goal côté Rust? Hop, non, SRC main, je sais pas pourquoi. Voilà, donc j'utilise côté Rust un framework qui s'appelle Axiom, qui est très bien, il y en a quelques-uns comme ça. Ça va ressembler beaucoup à du Express ou du Fastify. Hein. C'est pour le coup, il n'y a pas vraiment de... Je ne rentre pas dans les détails, même si bien évidemment c'est vachement mieux fait en Rust, mais bon, ça c'est un autre détail. Mais il n'y a pas de différence fondamentale conceptuelle. Ça va exposer des routes, ça va renvoyer après des fragments HTML. On peut retrouver ça absolument n'importe où. Okay, donc voilà, donc on a des routes. Bon, ça sera pour le breadcrumb après. Je vais vous montrer. Alors, on va faire home directement. Voilà. Donc là, on a un service qui va s'en servir, mon template, home.html, donc avec un fragment. Et donc, on retrouve le HTML, voilà, le HTML de ma home page. Donc si je vais là et que je regarde en termes de requête, hop, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était FE12. Il est parti où? Hop, voilà. Peut-être un petit peu gros, mais ça va le faire. Voilà, donc si je clique sur Home, voilà, on a une requête qui est effectuée. Laissez de côté le check, on verra ça après, mais vous voyez que ma réponse, c'est du HTML. C'est du HTML donc qui a été substitué là. On n'a pas un changement de page qui s'est effectué. C'est vraiment un mode de fonctionnement SPA, on pourrait dire, puisque je suis resté dans ma page. Voilà. Ça, c'est pour le home, un truc très bien. Donc, on peut charger. Maintenant, on voudrait faire des choses un peu plus sympas. Donc, on va aller regarder le formulaire. Donc, quand je vais sur form, là, vous voyez, il y a un get form qui est fait et qui va charger un web component myInput.js qu'on voit juste après. On ira jeter un petit coup d'œil. Et donc, on a du HTML qui est récupéré et qui correspond, hop là, et qui correspond à ça. Donc, ça, on retrouve mon web component et on retrouve mon formulaire. Mon formulaire, il a quelle tronche? Je vais baisser ça 2 secondes, c'est un petit peu gros. Hop là, on a un first name, un last name et un email, un truc tout bête de contact. Donc je vais écrire des trucs dedans, comme par exemple Toto. Ah, vous voyez, il y a un OK qui apparaît, on verra après. On va mettre un Titi, parce que je suis super original, et on va mettre un Toto@Titi. On a une table en dessous avec des choses qui sont déjà renseignées, et quand je soumets, on a un snack bar qui apparaît, et on a notre Toto Titi qui apparaît en bas. Donc je vais vous décomposer ça. Qu'est-ce qui se passe dans mon formulaire? J'ai mes HX quelque chose là qui disent que quand je valide, je fais un post vers postform. Je vais récupérer donc le HTML qui me renvoie et je vais envoyer ça avant la fin de l'ID result. Result, vous vous en doutez, il se trouve dans la table qui est en bas. Voilà, on a un tbody avec un ID result qui est vide vide à la base et qui, quand on charge justement ce fragment d'HTML, va déclencher lui-même une requête pour récupérer les utilisateurs. Là, vous voyez, ils n'y sont pas en dur, mes utilisateurs qui apparaissent là, Alphonse Daudet et compagnie. Ils n'y sont pas. Il y a une requête qui a été fired un petit peu auparavant. Requête qu'on va retrouver là. Alors, hop. Non, ça c'est quand je fais mon post. Ça c'est quand j'ai chargé. Voilà, j'ai mon getForm et j'ai mon getUser qui est là. Et donc là, il avait récupéré les différents utilisateurs en format HTML pour les insérer dans ma page. Donc vous voyez, on est constamment dans de la transmission de requêtes
avec le back-end pour des raisons X ou Y qui sont définies. Et concernant la snack bar, j'ai deux éléments div qu'on va aller regarder après côté Rust, parce qu'il y en a un qui s'appelle success et qui dit quand je récupère justement dans un en-tête de réponse un new user, dans mon HX trigger, je déclenche automatiquement un get new user snack bar avec un petit payload avec le first name et le last name pour constituer la snack bar. Et de la même manière, si j'ai une erreur, htmx response error, donc ça on verra ça juste après, il déclenche une requête pour récupérer le snack bar d'erreur. Alors comment ça se passe côté... je ne sais plus si je l'ai fermé, donc je vais faire ça. Côté code, hop, mon post form il est là, c'est une route toute bête avec un gentil handler écrit en Rust. Voilà, donc ça, il va déconstruire ce qu'il reçoit en termes de formulaire depuis la requête. Ça, c'est une fonctionnalité d'Axum qui est géniale. Avec le Rust, ça, ce genre de choses, les extracteurs, c'est de la pornographie. Alors, ça, je vous montrerai justement pour le cas d'erreur. Donc là, on récupère le formulaire de l'utilisateur et ensuite, on rajoute ça dans une base de données super sécurisée, à savoir la mémoire. OK, on push ça dans un array, on insère et puis après, on renvoie du HTML. Du HTML qui est fait là, en l'occurrence, avec une macro, parce que j'utilise la create mode qui permet justement d'avoir assez facilement quelque chose qui va ressembler au HTML final, mais bon, vous pouvez utiliser n'importe quel moteur de templating. J'avais parlé de ETA il n'y a pas longtemps. Enfin voilà, il en existe plusieurs. OK ? Donc on va renvoyer du HTML. Et en même temps qu'on va renvoyer du HTML, dans la réponse, on va rajouter un en-tête hxTrigger after swap avec notre fameux code new user, qu'on retrouve en fait, si je remonte tout ça, quand je fais le post form, dans les headers de la réponse, on voit qu'on a bien notre hxTrigger after swap new user. Et en termes de payload de la réponse, on a bien notre TotoTiti qui avait été rajouté en bas. Et donc là, en fait, on fait deux choses en même temps. On rafraîchit, en même temps, il y a des en-têtes qui vont nous permettre de faire un petit peu de la programmation événementielle. Parce que quand on regarde après côté snack bar, donc lui, il dit « Ah ouais, ok, bah oui, non, mais il y a une réponse avec un new user, donc go ». Il fait un get new user snack bar, okay, avec son petit payload qu'il a dans son hx include. Okay, et donc, get new user snack bar, hop, je vais me faire taper après, hop, voilà. Et donc lui, il va constituer, donc il va déstructurer ce qu'il a dans sa requête, etc. Et ensuite, il va constituer dynamiquement le snack bar qui va bien. Et là, on est en Rust, hein. C'est-à-dire que ça, en fait, on a beau être dans une macro HTML, c'est du Rust. Si jamais je remplace ça par une variable qui n'existe pas, j'ai mon Rust qui arrive derrière qui dit non, c'est pas bon ça en termes de code. Vous voyez, on peut bénéficier du typage fort du langage, en l'occurrence la Rust, pour pouvoir faire notre HTML. Il n'y a pas de lézard. Et de la même manière, si je reprends mon application et que en termes de nom, je mets error par exemple, parce que j'ai hardcodé ça avec un joli if dans mon code. Alors, je vais fermer cette. Alors, je vais te baisser toi parce que tu me saoules. Hop, je vais fermer ça et je vais soumettre. Voilà. Et là, il me dit une erreur est survenue. Alors pourquoi il dit une erreur est survenue? Au-delà du fait que j'avais hardcodé un truc. Là, on voit que quand on a une HTMX response error, voyez, quand on a une HTMX response error, mais je ne renvoie pas de HTMX response error depuis mon code Rust. Et bien en fait, ce qui se passe, alors, hop, il est où mon if? J'aurais dû aller le chercher plus loin. Alors, post form, hop, de là, bb, gd. Voilà. Ah bah oui, c'était là. Je retourne juste une erreur et puis je dis, ben voilà, something went wrong, j'ai une erreur. Bon, voilà, pas plus de considération que ça. Mais en fait, le truc, c'est que HTMX, il dit, ah ouais, non, mais à partir du moment où là, j'ai pas fait de filtrage particulier, où j'ai une erreur 400, 500, ce genre de choses, je vais attraper ça, pareil, je vais déclencher quelque chose, c'est mon trigger. Et donc là, je vais faire un appel à mon backend pour lui dire, récupère-moi la snack bar d'erreur. Et donc ça va récupérer la snack bar côté Rust, etc., etc. Donc, vous voyez, on est constamment dans l'échange de requêtes, réponses en tête et en tête de réponse pour pouvoir déclencher des choses derrière. C'est à la fois un avantage, mais c'est quelque chose aussi, vous vous rendez vite compte que si vous commencez à faire ça dans tous les sens, si ça devient trop de dépendance réactive, ça peut aussi poser un problème. De la même manière que quand vous mettez 50 hooks React, à un moment donné, vous avez droit à un joli spaghetti. Hein. Les principes d'architecture ne changent pas vraiment. Là, en l'occurrence, vous le faites de cette manière-là. Autre exemple,
Le breadcrumb. Alors le breadcrumb, c'est relativement... Ah non, je voulais vous montrer le web component puisque je le vois là. Alors on va aller regarder le JS My Input. Donc c'est un web component, j'ai pas utilisé de librairie. Hein. Vous pouvez utiliser Lit, ce genre de choses. Il y en a d'autres qui en parlent. Il n'y a pas de souci. Moi j'ai voulu le faire vraiment barebone pour montrer que ça marche. Donc c'est un composant, voilà, un HTML element tout bête, donc qui contient donc là tout le HTML qui va être rendu à la place du web component. Et là vous voyez, il y a du HX. Il y a du HX avec une espèce de debounce derrière, hein, qui up change delay 500 millisecondes. Et quand je tape, il va renvoyer une requête côté backend pour aller vérifier ce que je tape en temps réel. Et ensuite, dynamiquement, je vais dire, quand je me sers du web component, je vais dire, OK, bah, tu vas aller mettre le bon badge au bon endroit pour dire si ça va ou si ça ne va pas. Et ça, c'est pour passer le contenu de l'input. Et ça, c'est ce qui me permet de dire, si jamais je tape, donc là, par exemple, error, il m'a dit OK, mais si je tape warning, il va me renvoyer warning. Parce que côté Rust, check input, check input, côté Rust, GD, voilà, côté Rust, il récupère donc ses query param, il les déstructure grâce à CRD et puis etc. Et puis après, il va dire OK, je récupère. Si c'est warning, je renvoie le span avec la classe warning. Si c'est pas warning, je renvoie un span avec une autre classe, en l'occurrence success. Encore une fois, vous pouvez à n'importe quel endroit de votre page HTML avoir, que ce soit dans vos web components ou dans du HTML ou dans un fragment, etc., vous pouvez avoir ce que vous voulez en termes de traitement, de comportement. Vous pouvez brancher ça n'importe où. Voilà. Après, là, je vais vite, mais le code, de toute façon, est disponible sur GitHub. Vous pourrez me poser des questions. Il n'y a pas de souci, je vous en parlerai. Le breadcrumb, c'est un petit peu le même idée, parce que ça, pour le coup, c'est une question qu'on m'avait posée. Bah, le breadcrumb, c'est un peu la même chose, en fait. Si on regarde le template du breadcrumb, quand on le charge dans le viewport, dans le routeur wrapper, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, bah, OK, au chargement, je vais récupérer le premier step, parce que c'est comme ça qu'on va initialiser notre fil d'Ariane, et je vais mettre ça dans mon container. Et donc, on va récupérer côté Rust, get step 1. Voilà. Là, j'ai voulu me la raconter un peu plus, donc j'ai fait une fonction un peu abstraite où je gère dynamiquement mes steps. Je vais récupérer, et puis après, voilà, j'ai du pattern matching pour dire quand je suis dans le step 1, ça va être ça, quand je suis dans le step 2, ça va être ça. Je génère mon header, donc à savoir mes step 1, step 2, step 3. Là aussi, c'est du HTML qui est généré avec des proc macros. C'est uniquement du HTML, ça. C'est juste la proc macro HTML dans laquelle j'ai mon nav, mon OL, et dedans, dynamiquement, je vais dire, bon là, j'ai que 3 cas, donc j'ai fait des ifs, je ne me suis pas pris la tête. Mais là, je vais dire, si je suis dans le step 1, mon active-item, c'est le step 1, et puis voilà. Si je suis en step 2, mon active-item, c'est le step 2, etc. Et de la même manière, CTRL-O, voilà, c'était un peu plus loin. De la même manière, mes boutons que je peux avoir en bas et qui sont dynamiques, là, Preview, c'est Next, ils sont générés, pareil, de manière dynamique, en disant est-ce que c'est le step actif, si c'est le step actif, si c'est le premier step, si c'est le dernier step, etc. Toujours du HTML. Et puis là, pour le coup, les HX, ils sont dynamiques. Ils sont rendus dynamiquement côté Rust et puis après transmis dans la réponse. Vous voyez, encore une fois, on est dans un échange constant entre la partie front et la partie back. Le front et le back, en fait, la limite devient très floue. Ce qui m'amène à Boost. Alors en serveur uptime, vous imaginez bien, c'est un truc tout bête qui fait une requête check tous les n. C'est pour... oui, je reviendrai sur Boost après, puisque pour le coup... non, c'était dans l'index. C'est pour vous montrer qu'en fait, on peut faire des triggers avec un peu n'importe quoi. Ça peut être vite aussi compliqué si vous rentrez. Là, en l'occurrence, toutes les 5 secondes, il fait une requête à /healthcheck. C'est pour ça que vous voyez que mon network était un petit peu pollué par toutes les requêtes de healthcheck, parce qu'à chaque fois, c'est une requête qui renvoie l'uptime du serveur. Voilà, côté RE. C'est pour vous montrer en fait qu'on peut faire ça de manière relativement simple. Et donc Boost. Alors je vous fais juste la démo et vous verrez. Donc là, vous voyez Boost, j'ai mon petit SpongeBob. Et ça va me permettre de parler d'un truc dont on ne parle plus vraiment, à savoir l'amélioration progressive et le graceful degradation, la dégradation gracile. Ça, c'est des choses dont on parlait il y a quelques années et on n'en parle plus aujourd'hui. Et c'est fortement dommage parce que vous voyez, je vais faire un truc que trop de gens, vont considérer comme absolument hérétique, aujourd'hui en tout cas. Je vais désactiver le JavaScript. Ok ? Ouais, non mais il est zinzin ce mec. Je vais revenir sur mon truc. Donc là, effectivement, mon home, mon form... Alors, je vais descendre un petit peu. Vous voyez, j'ai plus mon message de home, mon formulaire, je clique dessus, j'ai plus de JavaScript. Donc, il n'y a pas... HTMX n'est pas chargé, le script n'est pas parsé. Voilà. Et je clique sur Boost et là, ça marche. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que ce qui se passe... Hop, je suis où là ? Oui, je suis là. Boost.
Parce que là, sur mon navitem là, qui me permet d'afficher ma page Boost, sur mon encre, j'ai un href avec getBoost. Alors que si on regarde les href d'avant, ils ont dièse. Alors je rappelle à l'assistance que href, c'est pas fait pour avoir dièse à la base. Je veux dire, ça contient un hyperlien. Un petit peu mon vieux con, mais on a beaucoup trop tendance avec les SPA à se dire on met dièse et puis tant pis. Ben non, en fait, vous pouvez tout à fait, avec HTMX, mettre quelque chose dans votre href, en l'occurrence la page cible, et activer Boost. Alors là, je le mets localement pour faire les démos. Vous pouvez l'activer globalement, il n'y a pas de lézard. Parce que, en fait, qu'est-ce que ça fait? Si mon JavaScript est activé, ma balise script d'HTMX va être lue, il va intercepter, il va voir hxBoost, et va se dire, OK, il y a un href qui contient quelque chose. Quand on clique dessus, bah, je vais utiliser le href. Mais si le JavaScript est désactivé, donc que la balise script qui charge HTMX, elle n'est pas exécutée, puisque le JavaScript est désactivé, bah, c'est un hxref. Vous redirigez, vous repassez en multipage. Et pour l'utilisateur, c'est transparent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans mon boost.html que je charge, en fait, je charge la totalité de la page. J'ai la totalité de la page avec le HTML, le body, et puis mon Bob l'éponge, etc. Mais HTMX est suffisamment intelligent quand il est activé pour dire, bah oui, mais si je reçois en termes d'HTML la totalité d'une page qui serait un fonctionnement MPA à l'ancienne, mais je ne garde que ce qu'il y a dans le body. Et c'est ça que j'affiche dans la page. Donc je peux avoir un fonctionnement SPA quand ça se passe bien, et si jamais ça ne se passe pas bien pour whatever reason, parce que rappelez-vous, des fois ça ne se passe pas bien, les payloads ne sont pas bien, les terminaux ils bug, ce genre de choses, il y a tout un tas de cas qui ne sont pas droits dans notre métier. Bah, ça marche quand même, on est sur de la résilience. Et ça, c'est Boost en l'occurrence qui m'a fait un petit peu basculer, où je me suis dit, on a affaire à quelqu'un, je vais le réactiver quand même, on a affaire à quelqu'un qui a compris pour moi quelque chose sur la manière dont on devrait aborder le web en général. Voilà, tout le monde est revenu. Vous voyez ? Et ça fait un petit peu le tour. Je vais un peu vite, mais on pourra revenir dans le code si vous voulez de ce point de vue-là. Je vais juste redéjoindre l'écran. Et non, ils sont là mes écrans, Stéphane. Voyons. Appliquer. Hop. Hop. Elle est où Dora? Elle est là, Dora. Reviens. Elle est là, Dora. Alors, c'est dans quel côté cette fois? 11. Et moi, je voudrais récupérer ça. Très bien. Et bon. C'était bien, enfin, je sais pas, comme ça à chaud, ouais. Ok, donc là vous regardez ça, vous m'avez vu gloser de parler de fragments HTML qui sont envoyés par un serveur qui va décider de choses, etc. Et en gros, la première réaction là, c'est Stéphane, tu te fous de notre gueule, c'est PHP en fait, que tu viens de nous montrer. Ouais, peut-être. Mais déjà, d'une part, faut peut-être qu'on arrête un peu collectivement de dober sur PHP, parce que ça s'est vachement amélioré depuis. Et PHP, je pense, avait compris quelque chose à l'époque, rétroactivement. Et j'ai beaucoup dobé sur PHP. Donc je fais un peu un mea culpa aujourd'hui. D'autant plus que HTMX fonctionne très bien avec toutes les librairies, les Ruby on Rails, les Django, etc. Bah oui, dans le HTML, vous mettez en place des éléments qui vont permettre, et ça rejoint des principes qu'on retrouve maintenant de Hotwire, Livewire, etc., dans d'autres frameworks. Il n'y a aucun problème, bien évidemment, ça se rapproche. On converge, un peu comme la carcinisation avec Rust, on converge un peu vers cette idée-là de se dire, mais non, en fait, renvoyer du HTML depuis le serveur, en vrai, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci. Et ouais, parce que là aussi, moi, mon constat, c'est que dans cette espèce de course effrénée toujours à la nouveauté, parce qu'on a vu la dernière conf à la mode qui nous a présenté quelque chose, oui, je suis au courant de l'ironie, etc. Et puis le fait de dire, ben non, je vais vendre un rewrite, j'ai pas envie de délivrer de la valeur, j'ai envie d'aller me palucher sur la dernière version de Vue.js, tiens d'ailleurs, parce que je fais du Vue.js en ce moment. Non, je pense qu'on a eu un peu trop tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain et à considérer certaines technologies comme poussiéreuses et ennuyeuses, alors qu'elles fonctionnent. C'est un peu ça quand même le principe à la base. Donc ouais. Et l'idée en fait derrière, c'est de bénéficier un peu de ce qui s'appelle l'effet Lindy. Plus quelque chose a existé, plus longtemps il existera. Et oui, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles ça a duré jusqu'à maintenant. Il n'y a aucune raison que ça continue à ne pas continuer derrière. Et derrière ça, moi, je voudrais surtout vous alerter sur quelque chose. Moi, je me définis en tant que développeur front principalement, même si j'ai plein de cordes à mon arc. Je voudrais qu'on revienne quand même philosophiquement sur cette séparation entre le front et le back. Le full stack, ça n'est pas sale, vraiment. On a eu trop tendance, et les entreprises étaient très contentes de prendre des juniors qui faisaient du front pour commencer à leur faire des back-ends en JS avec du MongoDB, etc. J'ai été de cette vague-là à l'époque. Et je pense que maintenant, on est mûr
et l'écosystème est mûr pour pouvoir commencer à se reposer des questions. Et quand j'évoque ça, les gens ils me disent « Stéphane, non, pardon, à la base on est censé apporter une solution. Mais on me dit « Stéphane, front et back, mais t'es taré ou quoi, il y a trop de choses ?» Ben non, je pense qu'à un moment donné, on devrait commencer à se poser des questions sur pourquoi il y a trop de choses à savoir. Est-ce qu'on ne s'est pas imposé le fait d'avoir trop de choses à savoir? Quand on commence à me dire que pour une application CRUD, il faut Kubernetes avec du Edge CDN, j'ai envie de dire, on va peut-être se calmer un peu là. On ne peut pas commencer juste par un petit back-end qui renvoie du HTML, avec des inputs sanitisés, bien évidemment. On fait bien attention à la sécurité, mais on ne commence pas à bourrer n'importe quoi, n'importe comment, avec des dépendances qui sont peut-être plus maintenues, qui vont peut-être se faire supply chain attack, ce genre de choses. Et non, peut-être qu'à un moment donné, on devrait revenir au métier. On devrait revenir à... On est des devs, on est censé apporter des solutions à des problématiques métiers. Parce que, en plus, maintenant, avec on le voit aujourd'hui avec le vibe coding, les LLM, etc., pondre une tétrachée de code en une demi-heure, ça, limite, c'est à la portée de tout le monde. Mais la question, c'est de se dire... Comment on le fait? Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on le fait de manière maintenable? Est-ce que c'est performant? Est-ce qu'on répond vraiment aux besoins métiers? C'est ça qui est vraiment important. En fait, si je devais résumer un peu tout ce que je dis, c'est que pour moi, ce que j'ai balayé un peu au début en disant l'application web, ça n'existe pas. Mais en fait, si. L'application web, c'est la combinaison du front et du back. C'est la combinaison de toute la logique qu'on a mis côté back-end, de persistance, etc., de rendu, de ce que vous voulez. Et c'est le front pour la présentation. On utilise chaque couche pour ce qu'elle sait faire. Le HTML est un excellent support de document. Il est sémantique, il est accessible. Vous ne vous rendez pas compte de l'importance que c'est l'accessibilité? Peut-être. Mais c'est extrêmement important, l'accessibilité. C'est pour tout un tas de gens, et même nous en premier lieu, pour être capable de correctement catégoriser, etc. Le CSS pour décorer, il y a trop de gens qui daubent sur le CSS. Le CSS, c'est extraordinaire, on fait des trucs de ouf. Et le JavaScript, qui a sa place dans tout ça, mais uniquement quand c'est nécessaire. Mon web component, il est en JavaScript tout à fait basique. Je suis très très rapide et très pro-efficient en JavaScript, il n'y a pas de souci. J'utilise TypeScript de manière très professionnelle, même c'est mon linter préféré, parce que c'est certainement pas un système typal. Et non, mais on utilise chaque couche avec ses affordances. Ça, c'est la priorité. C'est tout, en vrai. Le reste, par contre, ça, c'est notre boulot. Comment on architecture, comment on les fait communiquer, comment les events sont propagés, etc. Ça, c'est notre boulot. Ça, c'est là où on a notre valeur ajoutée. On l'a vu, c'est extrêmement rapide maintenant, soit parce que vous avez l'habitude de le faire, soit parce que vous utilisez Copilot. Mais le code n'est plus un bottleneck. Donc, c'est la question de le faire, de savoir comment on s'en sert. Et pour moi, HTMX, en vrai, c'est une espèce de V6 du HTML. C'est ce qu'aurait dû être le HTML. C'est la dernière haie qui lui manquait pour devenir autonome et limite un vrai langage en soi. Et donc, pourquoi on en parle en 2025? Pourquoi vous voyez une conf sur HTMX, limite une conf sur deux? Pour des raisons toutes bêtes, en fait. On a enfin des web components qui sont matures. La raison pour laquelle Angular JS, avant les React et compagnie, existe, la raison, c'est parce qu'on n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Maintenant, on peut le faire avec une classe en JavaScript. On peut faire du Shadow DOM, on peut faire tout un tas de trucs. Ça existe. Le CSS, avant on utilisait énormément de JavaScript pour la partie CSS parce que voilà, c'était la sauce, il y avait plein de trucs qu'on ne savait pas faire. Maintenant, on a des trucs de dingo. On a Flex, on a Grid, pour se prendre l'exemple de display. Et donc, on a beaucoup moins besoin. Et même JavaScript a beaucoup évolué. Maintenant, on peut faire du JavaScript un tant soit peu propre pour la partie scripting. Dès qu'on veut s'en servir pour faire une application, on voit bien, si vous avez fait un peu d'expérience dans les frameworks front, vous voyez bien à quel point c'est la sauce. Surtout quand vous avez connu d'autres langages, d'autres frameworks, d'autres manières de faire. Typer en Rust, c'est un plaisir absolu comparé à TypeScript. Et je voudrais juste vous laisser avec cette citation-là, qui est apocryphe, qui est inventée. C'est notre vrai métier, en fait, finalement, c'est de délivrer de la valeur, c'est de faire des solutions. Et c'est ça qu'on devrait faire. On devrait se poser des questions existentielles sur notre architecture et de ne pas rajouter des cochonneries dans tous les sens juste parce qu'on pense que ça pourrait résoudre un problème hypothétique. Il ne faudrait toucher à notre architecture, à nos architectures, que d'une main tremblante. Et si vous voulez aller un peu plus loin, il y a tout un tas de trucs sur le site d'HTMX pour construire ce qu'on appelle des Hyper-Driven Applications. Voilà, la doc est extrêmement bien faite en plus sur le site, c'est un vrai régal à lire. Il y a des essais un peu plus philosophiques sur la chose. Voilà. Donc je vous laisse avec une critique
vous l'aurez compris, assez forte du JavaScript partout. Je ne déteste pas JavaScript, au contraire. C'est mon langage d'origine, donc je ne peux pas le renier. Mais non, le JavaScript partout, c'est un problème. Et donc, plutôt que de se faire plaisir avec la technique, délivrons de la valeur. Vous n'êtes pas un développeur React, Angular, Java, etc. Ça m'énerve d'entendre ce genre de choses. On est des devs tout court. Tout court. Donc moi, je suis Stéphane Trebel. J'ai passé une douzaine d'années dans les ERP. J'en ai fait un burn-out et j'ai décidé de me orienter vers le web. Et puis, je me suis rendu compte qu'on avait quand même tout autant de problèmes dans le web, quand même assez compliqué. Et depuis, je fais du Rust et ça va vachement, vachement mieux. Et je fais du développement web en Rust, comme vous l'avez remarqué. Ma petite actu, c'est que j'ai créé en début d'année donc ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch, le Permacodeur. Je vous donnerai tous les liens à la fin si ça vous intéresse. L'idée, c'est de parler de tech, justement, d'adresser un petit peu ces sujets-là un peu high level, puis c'est aussi d'en faire. En l'occurrence, en ce moment, on fait bien évidemment une API HTTP en Rust. Voilà, il est 40 minutes tout pile. Ah, je suis content. Je vous laisse donc avec un bento qui contient tous mes liens, mes réseaux sociaux, etc. Et puis là, l'open feedback, si jamais ça vous dit, ça me ferait extrêmement plaisir d'en avoir. Bien évidemment, je vous remercie d'être venu. J'espère que ça vous a intéressé. Et si vous voulez, il y a peut-être du temps pour des questions. En tout cas, j'ai tenu le timing. Donc voilà. Merci à vous. Allô? Ouais, est-ce que tu as déjà développé, maintenu un site ou une web app en HTMX en prod? Alors, moi en prod, non, puisque j'ai pas eu l'opportunité. Il y en a je collecte d'ailleurs des use cases là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez salaire.dev. C'est un site qui permet justement de comparer les salaires, ce qui, par les temps qui courent, n'est pas une mauvaise idée. Il est écrit avec du HTMX. Je me demande si c'est pas du Symfony au niveau du back-end. Mais voilà. Et en fait, le problème que les gens ont quand ils m'en parlent, ils ont des applis qui sont en prod, mais souvent pour du CRUD d'application, des dashboards d'admin en interne. Et donc, voilà, c'est des cas. En plus, c'est des cas où HTMX se pose très bien, puisque c'est des applications qui sont extrêmement simples. Il y a 2-3 formulaires, voilà, ça soumet. Il n'y a pas besoin de trucs extraordinaires. Mais voilà, ils font ça comme ça. Moi, après, si, j'en ai un ou deux, mais c'est des trucs que j'avais mis. Voilà, pareil, c'est du tooling interne, quoi. Voilà. Mais j'ai pas d'application public facing encore. Je sais qu'il y en a. Il y en a aussi en Rails. Ouais, non, mais je me souviens plus du nom. Mais je collecte, si jamais ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Florian. J'ai une petite question pour toi, et puis tu peux t'en douter un petit peu de la typologie de questions sur la sécurité, et donc du coup sur la partie sanitize, parce que c'est assez pratique, du coup les frameworks JS, du coup sur les échanges du coup en JSON et sur l'interprétation du JSON, voilà, je vais prendre tel ou tel élément et je vais l'afficher dans le HTML et ça va être tout beau, tout propre. Là, on récupère du HTML et du coup, en cas d'injection un petit peu foireuse, on peut vite se retrouver avec du JS qui va faire des choses un petit peu vilaines, typiquement des XSS. Il y a des outils fournis avec HTMX du coup pour éviter ce genre de choses, parce que c'est des choses qui sont déjà fournies autrement avec les autres frameworks JS. Non, parce qu'HTMX n'est pas un framework. HTMX, c'est une librairie qui va récupérer des choses. Donc tous les principes en fait de sécurité doivent être gérés côté back-end. L'avantage, c'est qu'on ne les gère qu'à un seul endroit, que côté back-end. Là, ce que tu disais ce matin justement sur le fait de dire le back-end, il considère que tous les clients qui vont lui causer, c'est le Far West. Là, en l'occurrence, dans une application full stack ou hyper-driven, comme on veut bien l'appeler, c'est encore pire en fait, justement pour les raisons que tu imposes. Donc toute la partie sanitisation de tout ce qui rentre en entrée doit être faite de toute façon côté back-end. Mais l'avantage, c'est que tu le fais qu'à un seul endroit. Merci. N'hésitez pas, de toute façon, je traîne dans les parages si vous avez des questions. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus. Et merci au Jug.